Merci Madame le maire, chers collègues. Le débat d'orientation budgétaire qui nous occupe ce soir est en effet d'abord un débat d'orientation politique et nous avons bien entendu dans les interventions précédentes ce qui peut nous distinguer sur le rapport à la dépense publique, le rapport à la dette, le rapport au nombre de fonctionnaires. Alors oui, l'argent public doit être bien géré et il n'est pas là pour être thésaurisé mais bien pour servir l'intérêt général. C'est même sa raison d'être. Alors oui, nous voulons par nos finances publiques garantir et même accroître notre utilité sociale et environnementale dans cette ville. Et parce que ce débat est politique, c'est évidemment sans réserve que notre groupe majoritaire adhère aux orientations tracées par Marion Gauthier et que nous avons évidemment travaillé conjointement avec Madame le maire, moi-même et l'ensemble des élus thématiques de l'île et de ses communes associées. Et c'est en leur nom à tous et à mon tour que je veux remercier Marion Gauthier pour la pédagogie et la clarté de sa présentation, encore une fois ce soir. Nous apprécions d'autant plus cette pédagogie qu'il faut bien dire que sa tâche est assez difficile à exercer dans un moment de grande incertitude depuis maintenant presque 2 ans. Elle l'a dit aussi bien à l'échelle internationale que nationale, le Covid continue de projeter son ombre partout. On ne connaît pas encore complètement les impacts de la nouvelle vague pandémique du moment. On ne sait pas exactement ses impacts sur une situation économique et sociale qui est dégradée. Et cette dégradation, je crois, ne doit pas être masquée par la croissance exceptionnelle de 2021. Ce rebond de 2021, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais nous ne savons pas si c'est un rattrapage ponctuel ou pérenne, et nous ne savons pas ce que donneront demain la tension sur les prix, le manque de disponibilité de certaines matières ou produits, et donc tout cela nous appelle malgré tout, et malgré une situation financière saine, à une grande prudence à la fois économique et financière. Alors on a su gérer 2020 et 2021 malgré ces incertitudes, et évidemment on prendra de la même manière nos responsabilités en 2022, à la fois pour assurer le présent en protégeant le mieux possible les Lillois et puis pour préserver l'avenir en gardant le cap de la transition écologique et du développement soutenable. Et dans ce moment de grande vulnérabilité, le devoir de notre majorité municipale, c'est de tracer pour les Lillois de véritables perspectives, de continuer à dessiner avec eux les contours d'une ville plus durable, plus inclusive et plus dynamique. Et puis notre responsabilité collective, à Marion Gauthier, moi-même, au maire, c'est d'y assortir avec l'ensemble de nos collègues un budget qui nous donne les moyens de réaliser ces perspectives. Je ne vais pas revenir dans mon intervention sur les grandes masses budgétaires qu'a très bien évoqué Marion Gauthier. Je veux juste insister sur quelques points qui montrent qu'au-delà de ces équilibres budgétaires, c'est la gestion même de nos finances qui intègre pleinement ce que sont nos préférences politiques. Première préférence politique que je veux aborder, c'est évidemment la transition. Vous savez que depuis notre élection en 2020, nous avons sans cesse enrichi le budget climatique expérimenté précédemment. Ce budget climatique qui donne à voir clairement l'impact de nos dépenses en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de climat. On y reviendra plus en détail évidemment lors du budget primitif 2022 et du compte administratif 2021. Mais année après année, maintenant, cette analyse de nos dépenses sous le prisme du climat s'enrichit donc et nous aide à mieux orienter certaines de nos décisions, y compris à travers ce rapport d'orientation budgétaire, et à mieux calibrer nos choix financiers, on le verra au moment du budget. C'est là un processus d'amélioration continue que nous portons, en lien d'ailleurs avec d'autres collectivités qui, pour certaines, sont pionnières comme nous et qui, pour d'autres, nous demandent assez régulièrement conseil sur ce budget climatique. Et puis, depuis cette élection en 2020, nous avons aussi amplifié la transition de notre dette vers des emprunts verts et durables. Évidemment, on a toujours veillé à ce que notre endettement soit soutenable et à garder une capacité de désendettement raisonnable. Alors, capacité de désendettement raisonnable, pour les uns, c'est pas assez, pour les autres, c'est trop. Nous pensons en tout cas qu'elle est raisonnable, y compris encore une fois dans un contexte qui doit, je crois, nous faire garder une grande prudence, je l'ai dit, économique et financière. En tout cas, au-delà de cet endettement soutenable, nous avons en effet fait le choix d'aller plus loin. Et donc aujourd'hui, nous regardons non seulement combien nous empruntons, mais aussi à qui. Et effectivement, nous avons lancé des appels explicites en ce sens en direction de nos financeurs potentiels. Donc, de notre côté, on leur a proposé des projets durables sur lesquels ils pouvaient investir. Je pense aux bâtiments peu énergivores notamment.
Et à eux, on leur a demandé de s'engager sur des taux, des durées, des pratiques responsables. Donc aujourd'hui, alors on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On est assez habitué maintenant de la part d'une partie de l'opposition à considérer que quand c'est bien, ça ne va jamais assez loin. En tout cas, et c'est nouveau, nous avons depuis 2 ans contractualisé 19 millions d'euros de prêts verts, une part auprès de la Banque des Territoires et l'autre auprès de la coopérative bancaire La Nef, pour donc ces financements, 19 millions de prêts verts sur 40 millions d'euros qui seront utilisés encore qui ont déjà été utilisés en 2021 et qui seront encore utilisés en 2022 ou en 2023. Je crois, moi, que c'est un bon début, et d'ailleurs, je précise que le détail de l'ensemble de nos emprunts est connu, a été diffusé en commission, et s'il le faut, on pourra le diffuser publiquement à l'occasion du budget primitif. Il n'y a là rien qui ne soit caché et qui n'ait été dit. Voilà en tout cas ce que je voulais dire sur la partie transition de nos finances, mais dire aussi qu'évidemment nous intégrons dans nos choix financiers les enjeux de justice sociale, c'est notre deuxième préférence. Ça se voit notamment, cela a été évoqué en matière de fiscalité. Oui, nous avons promis aux Lillois de ne pas augmenter les taux de nos impôts, je crois qu'on a été assez clair là-dessus. Cette promesse, on l'a tenue en 2020, en 2021. On la tiendra en 2022 et au-delà, et on la tiendra, il faut le dire aussi, malgré des évolutions fiscales qui sont assez lourdes. La réforme de la taxe d'habitation, ça ne se fait pas comme ça, sans implication sur les autres taux, et je ne parle pas des autres éléments financiers, y compris les plans de relance qu'on nous annonce, sans les traduire dans les budgets. C'est aussi dans ce contexte-là, en effet, que nous, on doit élaborer ce débat d'orientation budgétaire et ce futur budget. En tout cas, oui, on est attaché à la stabilité des taux d'imposition, et chacun connaît ici la différence entre les taux et les bases. On a eu ces débats régulièrement et je ne crois pas qu'on puisse dire que là-dessus on n'est pas dans la sincérité vis-à-vis des Lillois. Et si on le fait, ce maintien des taux de la taxe foncière, puisque c'est la seule qui nous restera, c'est parce qu'on ne veut pas fragiliser davantage le pouvoir de vivre des Lillois, un pouvoir de vivre dont on sait qu'il est pour certains déjà faible et dont on sait aussi qu'il risque de se fragiliser avec ce décrochage qu'on sent entre des salaires qui augmentent pas ou peu et une inflation qui, elle, au contraire, remonte. Et c'est l'autre point que je voudrais souligner en matière de justice sociale, c'est la question de notre politique tarifaire. Il se trouve qu'on a aussi une délibération sur ce sujet ce soir et que dans la politique tarifaire aussi, on veille à préserver ce pouvoir de vivre des Lillois. Ça veut dire que dans certains cas, on se met à l'inflation et évidemment jamais au-dessus. Dans d'autres cas, on choisit aussi de manière volontariste de ne pas aller jusqu'à l'inflation pour justement que ces taux soient encore plus attractifs. Et évidemment, à chaque fois que c'est permis, nous modulons les tarifs en fonction des conditions sociales et des ressources du quotient familial des Lillois. On le fait depuis longtemps pour les cantines ou les centres de loisirs et on l'a fait récemment pour les jardins familiaux. Voilà, c'est plus original, mais ça aussi, c'est la justice sociale et la transition écologique en même temps. Et je pourrais évidemment rajouter en la matière ce maintien des subventions aux associations qui fait partie de la manière dont on conçoit la place de la solidarité dans nos choix financiers. Et enfin, la troisième préférence, ça sera peut-être plus surprenant pour certains, c'est la République. Parce que notre conception de la République, c'est celle d'institutions qui sont rendues solides par notre Constitution, évidemment, mais c'est aussi des institutions qui sont solides par la place donnée aux services publics, aux agents publics et aux missions qu'ils rendent à nos concitoyens. Et on peut dire que ces 2 dernières années, évidemment, n'ont pas épargné nos agents municipaux, qu'ils ont été mobilisés à tous les instants, à l'accueil dans les mairies de quartier, dans les CCAS, qu'ils ont répondu présents quand il fallait mettre en place, souvent la veille, pour le lendemain, n'est-ce pas Charlotte, des protocoles de sécurité dans nos écoles et ailleurs. Et puis ces agents, ils ont même assuré avec nous des grands moments démocratiques, les élections départementales et régionales, où il nous a manqué tant d'assesseurs bénévoles. Bref, les agents, ils étaient là à chaque moment et ils continuent de l'être dans une période de grande incertitude. Et c'est pourquoi nous sommes, nous aussi, à leur côté. Plus de 2,4% d'évolution de la masse salariale, c'est peut-être trop aux yeux de certains. J'ai entendu que ce n'était pas assez aux yeux d'autres, mais j'y reviendrai. En tout cas, pour nous, c'est justifié, c'est équilibré que cette évolution de la masse salariale, parce que ça comprend en effet des recrutements nouveaux sur des missions essentielles, comme la police municipale, par création de postes dans ce cas-là, des missions essentielles en effet comme la transition écologique,
Et donc, oui, la transition écologique nécessite des embauches et c'est bien d'avoir signalé qu'en effet, nous avons embauché en faveur de la transition écologique. C'est même un peu plus que le nombre de postes qui a été cité si on prend vraiment l'ensemble du champ des missions. On est plus à 25 agents qu'à 13 au total. Comme quoi, finalement, quand on est visionnaire, on se rend bien compte qu'on a besoin parfois d'être gestionnaire, n'est-ce pas ? Et que donc la vision de la transition nécessite aussi la gestion de la transition par les agents, mais des agents accompagnés par les élus. Je sens bien qu'il y a une petite frustration de ceux qui se mettent du côté des visionnaires à n'être finalement pas des gestionnaires, mais je les rassure, on peut être gestionnaire et visionnaire en même temps. Vous l'avez d'ailleurs, j'espère pour vous, été dans des mandats précédents. En tout cas, nous essayons de garder le cap et de nous donner les moyens de garder ce cap. Et je voudrais à cet égard dire que les agents, évidemment, se mobilisent, travaillent. J'entends qu'on les remercie beaucoup dans le discours de nos oppositions. Moi aussi, je les remercie, mais les élus aussi travaillent, hein, je vous rassure là-dessus. Les rapports d'orientation budgétaire ne sont pas écrits que par les agents, ils sont aussi écrits par les élus, n'est-ce pas ? Même les diaporamas qu'on n'arrive pas à diffuser parce qu'ils ont été corrigés à la dernière minute sont écrits parfois par les élus. Donc voilà, merci de remercier les agents, merci de nous remercier pour ce travail collectif. J'en reviens au fait que nous assumons cette évolution de la masse salariale, donc pour les recrutements que je viens de citer, pour la déprécarisation aussi des agents dont on a déjà eu l'occasion de parler ici, une déprécarisation que certains réclamaient depuis longtemps et que nous sommes heureux d'avoir enfin pu satisfaire. Marion Gauthier a cité 74 postes permanents créés, puis au-delà de cela, de nombreux agents qui sont mieux traités. Voilà, je ne reviens pas sur le fait que dans la même période, le gouvernement, lui, a jugé utile de faire passer envers et contre tout une réforme du temps de travail dont nous pensons, nous, qu'on se serait bien passé dans la période. Bref, transition, justice, République. À ouvrir la radio, la télé, les journaux, Internet, il faut bien reconnaître que parfois on a l'impression que ces valeurs-là, ces priorités politiques-là que nous portons à Lille et que nous faisons vivre à Lille sont peut-être en décalage avec l'air du temps, tant le climat actuel est délétère et le débat, si je puis dire, parfois peu élevé. Voilà, on finit par se poser la question, est-ce que défendre ces valeurs, mener ces politiques que nous menons à Lille, est-ce que c'est être à l'avant-garde, est-ce que c'est au contraire faire preuve de résistance, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand nous renforçons l'accès aux soins pour tous, avec le bus du cœur, les centres de vaccination dans les quartiers, l'idée d'une salle de consommation à moindre risque que nous n'abandonnons pas, quand nous travaillons avec les associations du territoire pour plus d'entraide, de liens sociaux et moins de discrimination, on le verra tout à l'heure avec Jérôme Pianezza, quand en l'espace d'un an seulement, nous faisons émerger la construction de plus de 1800 logements neufs, la rénovation de plus de 800 logements sociaux ou de plus de 1300 logements privés, quand nous honorons notre devoir d'hospitalité avec des appartements d'hébergement supplémentaires dans l'ancienne école Saint-Exupéry ou des places pour les réfugiés à la résidence Corot, quand malgré la crise sanitaire, nous lançons nos petits et grands projets de métamorphose paysagère, de renouvellement urbain, de rénovation énergétique, de résilience climatique, quand nous faisons tout cela en priorisant la solidarité et la fraternité, en conjuguant un haut niveau de service public et la transition écologique, alors qu'autour de nous on souffle sur les braises de la violence physique, verbale ou sociale, quand nous faisons cela, nous tenons bon. Parce que l'immobilisme n'est pas pour nous une solution, parce que les valeurs n'ont de force que si elles savent se confronter aux actes, nous ferons toujours le choix de l'action dans la vision et la gestion, le choix de sa complexité de cette action, et nous l'assumons. Face aux défis, aux inégalités sociales et environnementales, nous refusons la facilité des grands discours et des leçons simplistes. Notre engagement en politique, nous le voulons utile et pour nous, il l'est quand on offre un accompagnement et des services adaptés à tous les besoins et toutes les bourses, quand on donne accès à la santé et à l'éducation, quand on accompagne vers l'emploi, quand on construit et rénove des logements abordables, quand on transforme les équipements et les espaces publics pour les adapter au changement climatique. Et je voudrais dire là aussi sur ce sujet de la transition que vous l'avez mesuré à l'aune de la dette et des embauches,
C'est une façon de le faire. J'ai dit moi-même comment on pouvait rendre nos finances plus vertes et accompagner la transition par des embauches. Je pense en revanche que ça ne résume pas le sujet, loin de là. Et vous verrez à l'occasion de la discussion budgétaire de février que la transition, elle est aussi et surtout dans les projets, et que quand sur 115 millions d'euros, on a, selon la manière dont on calcule, au moins 13% de ces 115 millions d'investissements qui vont vers des opérations climat-énergie ou des rénovations, et même plus, jusqu'à 21% si on a une acception plus large. Je pense que voilà, c'est aussi à ça que se mesure un rapport d'orientation budgétaire et un budget en faveur de la transition. En tout cas, nous accélérons cette transition. Nous déclinerons en 2022 très opérationnellement, comme on a déjà commencé à le faire, le plan lillois pour le climat dont on a déjà parlé, par nos politiques publiques de fonctionnement et d'investissement, par les partenariats soutenables que nous recherchons avec nos financeurs, mais aussi avec l'ensemble du tissu lillois, associatif, commerçant, économique, par notre commande publique, parce que c'est un outil puissant au service de la transition. Par tous ces moyens, nous accélérons encore une fois cette transition pour être à la hauteur de l'urgence climatique. Ici et depuis longtemps, finalement, c'est l'idée d'une société équilibrée et d'un développement soutenable que nous portons, d'un développement soutenable fondé sur une économie respectueuse de l'emploi et de la planète. On connaît trop bien ici les dégâts causés à la fois sur le sol de notre territoire, sur les corps et les esprits de nos habitants, les dégâts causés par l'extraction effrénée des ressources, qu'elles soient naturelles et humaines. Donc nous voulons en effet que le développement à l'île se fasse de manière soutenable. Nous voulons garder l'île en mouvement, c'est notre volonté. Ça se travaille tous les jours avec nos partenaires économiques, sportifs, culturels, sociaux. Et c'est évidemment difficile, surtout en ce moment. Donc je voudrais aussi avoir une pensée spéciale vers eux tous ce soir. Je l'ai dit, nos intentions politiques sont inscrites dans ces orientations budgétaires, le développement soutenable, la solidarité, le climat et puis bien sûr la citoyenneté, parce que ces orientations reprennent évidemment aussi la hausse promise de notre budget participatif sur le mandat, 2 millions d'euros dont un quart pour les projets des moins de 18 ans, cher Sébastien Duhem. C'est avec les citoyens, y compris les jeunes, donc, que nous traçons les perspectives de la ville de demain pour faire de l'île cette référence du mieux vivre social et écologique. Nous pouvons penser l'avenir, même dans cette période d'incertitude, voire d'inquiétude, parce que nos fondations sont solides. Et Madame Duhamel, je peux vous dire que, y compris la Chambre régionale des comptes, en atteste, et que comparaison n'est pas raison. Donc ne confondons pas forcément les compétences exercées ici à Lille par rapport à celles exercées dans d'autres villes qui n'ont pas tout à fait les mêmes relations que nous de compétences avec leur métropole. Je ferme cette parenthèse. En tout cas, nous avons des fondations solides, une gestion rigoureuse, de grands équilibres financiers qui sont respectés, et nous pouvons penser l'avenir pour ces raisons-là, mais aussi et surtout parce que la volonté politique de notre équipe et de son maire est à la fois claire et forte. Et je voudrais conclure cette intervention pour souligner comme première adjointe auprès de Martine Aubry la fierté qui est la nôtre d'agir jour après jour pour les Lillois. C'est vrai que les temps sont difficiles, c'est vrai que les efforts à faire sont parfois plus lourds que prévu, mais c'est vrai aussi que la satisfaction de voir les engagements tenus et les projets avancés nous redonne ou nous donne chaque instant l'énergie nécessaire. Vous l'avez dit en septembre, Madame le maire, nous avons déjà lancé environ 70% de nos engagements. Certains sont déjà visibles, d'autres le seront très bientôt, et en tout cas, tous le seront d'ici la fin du mandat. C'est un résultat que nous devons, Madame le maire, à votre passion pour cette ville, à votre mobilisation sans faille, à son service et à celle des Lillois, et également, et je voulais en remercier ici, à l'action de toute l'équipe municipale qui est à vos côtés. La justice sociale, pilotée par Arnaud Deslandes, avec le groupe d'élus qui œuvre à la solidarité, la proximité, la participation. Charlotte Brun, qui travaille avec d'autres élus pour l'éducation et la culture, sans oublier évidemment celles et ceux qui, avec moi, contribuent à rendre toujours plus tangible la transition écologique et le développement soutenable. C'est tous ensemble et dans la diversité politique qui nous caractérise, socialistes, communistes, et je remercie Sylviane Delacroix, citoyens, radicaux, et puis les personnalités de la société civile qui sont dans notre équipe. Donc c'est tous ensemble
que nous agissons pour le bien de l'île, et puis j'espère que ceux qui nous écoutent l'auront senti à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire. Justice sociale, transition écologique, participation citoyenne, c'est sur la base des orientations présentées ce soir par Marion Gauthier, au nom d'une majorité municipale unie et au travail, que nous sommes prêts à présenter en février 2022 une programmation budgétaire qui fait face aux urgences sociales et sanitaires, tout en engageant les projets structurants pour le présent et le futur de notre ville. Je vous remercie.